Les tire-laines. Indécis, les frères d'Aunay, qui venaient de sortir de la tour de Nesle, piétinaient dans la vase et scrutaient l'obscurité. Leur passeur avait disparu. « Je m'en doutais. Ce batelier ne me plaisait guère, dit Philippe. Nous aurions dû nous méfier. »« Je lui ai donné trop d'argent, répondit Gauthier. Le maraud aura jugé sa journée faite et il sera allé assister au supplice. Tant mieux s'il ne s'agit que de cela. »« De quoi voudrais-tu qu'il s'agit ?»« Je ne sais. Ce bonhomme vient se proposer pour nous passer, en geignant qu'il n'avait rien gagné de tout le jour. On lui dit d'attendre, il s'en va. »« Et que voulais-tu faire ? Nous n'avions pas le choix, il était seul. » Précisément, dit Philippe. Et aussi, il posait un peu trop de questions. Il prêta l'oreille, guettant un bruit de rame, mais on n'entendait rien d'autre que le clapotement du fleuve et la rumeur dispersée des gens qui regagnaient leur demeure dans Paris. Là-bas, sur l'île aux Juifs, qu'on commencerait dès le lendemain à appeler l'îlot des Templiers, tout s'était éteint. Une odeur de fumée se mêlait à la fade odeur de la Seine. « Il ne nous reste qu'à rentrer à pied, dit Gauthier. Nous aurons les choses crottées jusqu'aux cuisses. Ce n'est que petit mal pour grand plaisir. » Ils avancèrent le long des fossés de Nesle, se donnant le bras pour éviter de glisser. « Je me demande de qui ils les ont reçus, dit soudain Philippe. « Quelle chose ? Les aumônières. »« Est-ce encore à cela que tu penses ? Répondit Gauthier. « Moi, je t'avoue que je ne m'en soucie guère, qu'importe la provenance si le don est plaisant. » En même temps, il caressait l'aumônière à sa ceinture et sentait sous ses doigts le relief des pierres précieuses. « Une parente. Ce ne peut être quelqu'un de la cour, reprit Philippe. Marguerite et Blanche ne sauraient risquer qu'on reconnaisse ces bourses sur nous, à moins qu'elles n'aient faim qu'on le leur ait donné, alors qu'elles les ont payées de leur cassette. » Il était disposé maintenant à attribuer à Marguerite toutes les délicatesses d'âme. « Que préfères-tu, dit Gauthier, savoir ou avoir ?» À ce moment, quelqu'un siffla non loin d'eux. Elles sursautèrent, et d'un même mouvement mirent la main à leur dague. Une rencontre à cette heure, en ce lieu, avait toute chance d'être une mauvaise rencontre. « Qui va là ?» dit Gauthier. Ils entendirent un nouveau sifflement et n'eurent même pas le temps de se mettre en garde. 6 hommes, jaillis de la nuit, s'étaient jetés sur eux. 3 des assaillants s'attaquant à Philippe, le collèrent au mur en lui maintenant les bras, de manière à l'empêcher de se servir de son arme. Les 3 autres s'y étaient moins bien pris avec Gauthier. Celui-ci avait jeté à terre l'un de ses agresseurs, ou plus exactement, l'un des agresseurs s'était étalé en esquivant un coup de dague. Mais les 2 derniers, ceinturant Gauthier, lui tordaient le poignet pour le forcer de lâcher sa lame. Philippe sentit qu'on cherchait à lui dérober son aumônière. Impossible d'appeler à l'aide. Les secours n'eussent pu venir que de l'hôtel de Nesle. Les 2 frères eurent le même réflexe de se taire. Il leur fallait se tirer de là par leur seul moyen, ou ne point s'en tirer. Arc-bouté au mur, Philippe se débattait furieusement. Il ne voulait pas qu'on lui prît l'aumônière. Cet objet était devenu d'un coup ce qu'il possédait de plus précieux dans l'univers, et il était décidé à tout pour le sauver. Gauthier était plus près de parlementer, qu'on les vole mais qu'on leur laisse la vie, à savoir si on la leur laisserait et si, une fois dépouillés, on n'expédierait pas leurs cadavres à la Seine. À ce moment, une nouvelle ombre sortit de la nuit. Un des agresseurs poussa un cri. « Alerte, compagnons, alerte !» L'arrivant s'était abattu dans la mêlée, et l'on vit briller l'éclair d'une épée courte. « Ah, maraud, pandard, butor !» s'écria-t-il d'une voix puissante en distribuant les coups à la volée. Les escarpes s'écartèrent comme mouches devant ses moulinets. L'un des tire-laines passant à sa portée, il l'empoigna par le col et le jeta contre le mur. Toute la troupe détala sans demander son reste, et le bruit d'une course précipitée décrut le long des fossés, puis ce fut le silence. Philippe d'Aunay, haletant, avança vers son frère. « Blessé ?» demanda-t-il. « Non, dit Gauthier, hors d'haleine lui aussi, en se frottant l'épaule. « Et toi ?»« Non plus, mais c'est miracle d'en être sorti. » Ensemble, ils se tournèrent vers leur sauveur qui revenait vers eux, rengainant son épée. Il était de grande taille, large, puissant, un souffle brutal s'échappait de ses narines. « Eh bien, messire, lui cria Gauthier, nous vous devons un beau cierge. Sans vous, nous n'aurions pas tardé à flotter le ventre en l'air. À qui sommes-nous redevables ?» L'homme riait d'un rire large et gras, un peu forcé. Le vent poussait le nuage et les effilochait devant la lune. Les 2 frères reconnurent le comte Robert d'Artois. « Et par Dieu, monseigneur, c'était donc vous ?» s'écria Philippe. « Et par diable, mes damoiseaux, répondit l'homme, mais je vous reconnais aussi.
Les frères d'Aunay, s'écria-t-il. Les plus jolis garçons de la cour, du diable si je m'attendais. Je passais sur la rive, j'entends la rumeur qui s'y faisait, je me dis, voici sûrement quelques paisibles bourgeois qu'on détrousse. Il est vrai que Paris est infesté de coupe-jarrets et que ce ploué-bouche de prévôt, ploué le cul, devrait-on l'appeler, est plus occupé à lécher les orteils de Marigny qu'à assainir sa ville. Monseigneur, dit Philippe, nous ne savons comment vous assurer d'assez de grâce. Petite affaire, dit Robert d'Artois en abattant sa patte sur l'épaule de Philippe, qui en chancela. Un plaisir pour moi. C'est le mouvement naturel de tout gentilhomme que de se porter au secours des gens qu'on attaque. Mais l'agrément est double lorsqu'il s'agit de seigneurs de connaissance, et je suis bien aise d'avoir conservé à mes cousins Valois et Poitiers leurs meilleurs écuyers. Mon seul regret est qu'il ait fait si sombre. Ah, si la lune s'était plutôt montrée, j'aurais aimé découdre quelques-uns de ces trousses-goussets. Je n'ai point osé piquer vraiment de crainte de vous trouer, mais dites-moi, mesdames oiseaux, qu'aviez-vous amusé dans ce fangeux réduit? Nous promenions, dit Philippe d'Aunay gêné. Le géant éclata de rire. Vous vous promeniez. Le bel endroit et la belle heure pour se faire. Vous vous promeniez, dans la boue jusqu'aux fesses. Ils vous ont de ces dire. Et ils veulent qu'on les croie. Ah, jeunesse, dit-il jovialement en écrasant de nouveau l'épaule de Philippe. Toujours en quête d'amour, et le haut de chausse en feu. Ah, il est beau d'avoir votre âge. Soudain, il aperçut leurs aumônières qui scintillaient. Matin, s'écria-t-il. Le haut de chausse en feu, mais joliment décoré. Bel ornement, mesdames oiseaux, bel ornement. Il soupesait l'aumônière de Gautier. Habile travail, précieuse matière, et brillant neuf. Ce ne sont point des payes d'écuyer qui permettent de s'offrir de pareilles bougettes. Les tire-laines n'auraient pas fait mauvaise affaire. Il s'agitait, gesticulait, tout roussâtre dans la demi-clarté, énorme, tapageur et graveleux. Il commençait à irriter sérieusement les nerfs des deux frères, mais comment dire à qui vient de vous sauver la vie qu'il se veuille mêler de ceux qui le regardent? L'amour paie, mes gentillets, continua-t-il tout en marchant entre eux. Il faut croire que vos maîtresses sont de bien hautes dames et bien généreuses. Les jeunes d'Aunay qui auraient pu croire cela. Monseigneur se trompe, dit Gautier assez froidement. Ces bourses nous viennent de famille. Tout juste, j'en étais sûr, dit d'Artois. D'une famille qu'on vient visiter après de minuit, sous les murs de la tour de Nesle. Bon, on se taira pour l'honneur de vos belles, je vous approuve, mes gentillets. Les dames qu'on baise, il en faut préserver la renommée. Dieu vous assiste, damoiseau. Et ne sortez plus la nuit avec toute votre joaillerie. Il partit d'un nouvel éclat de rire, cogna les deux frères l'un contre l'autre dans un grand geste d'embrassade, et puis les planta là, inquiets, contrariés, sans leur laisser le temps de lui renouveler des remerciements. Il franchit le ponceau qui enjambait les fossés et s'éloigna par les champs en direction de Saint-Germain-des-Prés. Les frères d'Aunay remontèrent vers la porte de Bussy. « Il vaudrait mieux qu'il n'en a pas raconté à toute la cour où il nous a trouvés, dit Philippe. Le crois-tu capable de fermer sa large gueule ?»« Je pense, dit Gautier. Ce n'est point un méchant gaillard. Sans sa large gueule, comme tu dis, et ses larges bras, nous ne serions pas là. Ne nous montrons pas ingrats, pas si vite. D'ailleurs, nous aurions pu lui demander ce qu'il faisait lui-même dans ce coin. Il cherchait des ribaudes, j'en jurerais. Et à présent, il doit s'en aller vers quelque Bordeaux, dit Philippe. Il se trompait. Robert d'Artois n'avait fait qu'un détour par le Pré-aux-Clercs. Après un moment, il revint vers la berge, aux abords de la tour. Il siffla de ce même sifflement léger qui avait précédé la bagarre. Et 6 ombres, comme précédemment, se détachèrent de la nuit, plus une 7e qui se leva d'une barque. Mais les ombres, cette fois, se tenaient dans une attitude respectueuse. « C'est bon, vous avez bien accompli votre travail, dit d'Artois, et tout s'est passé comme je vous l'avais demandé. Tiens, Karl Hans, ajouta-t-il en appelant le chef des gredins, partagez-vous cela !» Et il lui jeta une bourse. « Vous m'avez flanqué un rude coup à l'épaule, monseigneur, dit le tire-laine. »« Bah, c'était compris dans le marché, répondit d'Artois en riant. Disparaissez à présent. Si j'ai de rechef besoin de vous, je vous en avertirai. » Puis il monta dans la barque arrêtée à l'angle du fleuve et du fossé, et qui s'enfonça sous son poids. L'homme qui se mit aux rames était celui qui avait fait traverser les frères d'Aunay. « Êtes-vous satisfait, monseigneur » demanda-t-il. Il avait perdu son ton geignard, semblait rajeuni de 10 ans, et ne ménageait plus sa vigueur. « Pleinement, mon brave Lormet, tu leur as joué ton tour à merveille, dit le géant.
Maintenant, je sais ce que je voulais savoir. » Il se renversa en arrière dans la barque, étendit ses jambes monumentales et laissa pendre sa grande patte dans l'eau noire. Deuxième partie, les princesses adultères. La banque Tolomei. Messer Spinello Tolomei prit un grand air de réflexion, puis baissant la voix comme s'il avait craint qu'on ne l'écoutât aux portes, il dit « 2000 livres en avance. Est-ce bonne somme vous convenant, monseigneur ?» Son œil gauche était clos, son œil droit brillait, innocent et tranquille. Bien qu'il fût depuis de longues années installé en France, il n'avait pu se défaire de son accent italien. C'était un gros homme au menton double, au teint brun. Ses cheveux grisonnants soigneusement taillés retombaient sur le col de sa robe de drap fin, bordée de fourrure, et tendue à la ceinture sur son ventre en poire. Quand il parlait, il élevait des mains grasses et pointues, et les frottait doucement l'une contre l'autre. Ses ennemis assuraient que son œil ouvert était celui du mensonge, et qu'il tenait fermé l'œil de la vérité. Ce banquier, l'un des plus puissants de Paris, avait des manières d'évêque, en cet instant tout au moins où il s'adressait à un prélat. Le prélat était Jean de Marigny, homme jeune et mince, élégant, celui-là même qui, la veille au tribunal épiscopal devant le portail de Notre-Dame, s'était fait remarquer par ses poses alanguies avant de s'emporter si fort contre le grand maître. Archevêque de Sens, dont dépendait le diocèse de Paris, et frère d'Enguerrand de Marigny, il touchait du plus près aux affaires du royaume. « 2000 livres, fit-il. Il feignit de déplisser sur son genou la précieuse étoffe de sa robe violette pour cacher l'heureuse surprise que lui causait le chiffre énoncé par le banquier. « Ma foi, cette somme me convient assez, » reprit-il en affectant un air détaché. « J'aimerais donc que les choses fussent réglées au plus vite. » Le banquier le guettait comme un gros chat guette un bel oiseau. « Mais nous pouvons les régler séants, » répondit-il. « Fort bien, dit le jeune archevêque. Et quand voulez-vous qu'il vous soit apporté les... » Il s'interrompit, car il avait cru entendre du bruit derrière la porte. Mais non, tout était tranquille. On percevait seulement les rumeurs habituelles du matin dans la rue des Lombards, les cris des repasseurs de lames, des marchands d'eau, d'herbes, d'oignons, de cressons, de fontaines, de fromage blanc et de charbon de bois. « Au lait, commère, au lait! J'ai du bon fromage de Champagne! Charbon, un sac pour un denier !» Par les fenêtres à 3 ogives, faites selon la mode siennoise, la lumière venait éclairer doucement les riches tapisseries, les crédences de chêne, le grand coffre bardé de fer. « Les articles ?» dit Tolomei, achevant la phrase de l'archevêque. « À votre convenance, monseigneur, à votre convenance. » Il ouvrit le coffre et en sortit 2 sacs qu'il posa sur un meuble à écrire encombré de plumes d'oie, de parchemins, de tablettes et de stylets. « 1000 dans chacun, dit-il. Prenez-les dès à présent si vous le désirez, ils étaient apprêtés pour vous. Vous voudrez bien, monseigneur, me signer cette décharge ?» Et il tendit à Jean de Marigny un feuillet et une plume d'oie. « Volontiers, dit l'archevêque en prenant la plume sans se déganter. Mais comme il allait signer, il eut une hésitation. Sur la décharge étaient énumérés les articles qu'il devait remettre à Tolomei pour que celui-ci les négociât. Matériel d'église, ciboire en or, croix précieuse, armes rares, toutes choses provenant de biens saisis naguère dans des commanderies des Templiers et gardées à l'archidiocèse.
Or ces biens eussent dû revenir partis au trésor royal et partis à l'ordre des hospitaliers. C'était un détournement, une belle malversation que le jeune prélat commettait là, et sans perdre de temps. Apposer une signature au bas de cette liste, alors que le grand maître était juste grillé de la nuit. « J'aimerais mieux, dit-il, que les articles ne soient pas vendus en France, dit Tholomyès. Cela va de soi, monseigneur. Non sono pazzo, comme on dit en mon pays. Je ne suis pas fou. Je voulais dire, cette décharge, personne d'autre que moi ne la verra jamais. Ce n'est pas plus mon intérêt que le vôtre. Nous autres banquiers sommes un peu comme les prêtres, monseigneur. Vous confessez les âmes, nous confessons les bourses. Et nous sommes aussi tenus au secret. Et bien que je sache que ces fonds ne serviront qu'à fournir votre inépuisable charité, je n'en soufflerai mot. C'est seulement dans le cas où il nous arrivait malheur à l'un ou à l'autre que Dieu nous en garde. » Il se signa, et puis rapidement derrière la table, il fit les cornes avec les doigts de la main gauche. « Ce ne sera pas trop lourd ?» poursuivit-il en désignant les sacs, comme si pour lui l'affaire ne souffrait plus discussion. « J'ai mes serviteurs en bas, répondit l'archevêque. »« Alors, ici, je vous prie, » dit Tholomyès en marquant du doigt sur le feuillet la place où l'archevêque devait signer. Celui-ci ne pouvait plus reculer. Quand on est forcé de prendre des complices, on est bien obligé de leur faire confiance. « Vous voyez d'ailleurs, monseigneur, reprit le banquier, qu'à pareille somme, je ne puis guère attendre de profit. J'aurai les peines et point de bénéfices. Mais je veux vous avantager parce que vous êtes un homme puissant et que l'amitié des hommes puissants est plus précieuse que l'or. » Il avait prononcé cela d'un ton débonnaire, mais son œil gauche était toujours fermé. Après tout, le bonhomme dit vrai, pensa Jean de Marigny, et il signa la décharge. « À propos, monseigneur, dit Tholomyès, savez-vous comment le roi, que Dieu le préserve, a reçu les chiens à lièvre que je lui ai envoyés hier? »« Ah, comment? C'est donc de vous que vient ce grand lévrier qui ne le quitte plus et qui l'appelle Lombard. »« Il l'a appelé Lombard. Je suis content de l'apprendre. Le roi, notre sire, a bien de l'esprit, dit Tholomyès en riant. Figurez-vous qu'hier matin, monseigneur... » Il allait raconter l'histoire lorsqu'on frappa à la porte. Un commis parut, annonçant que le comte Robert d'Artois demandait à être reçu. « Bien, je vais le voir, » dit Tholomyès en renvoyant du geste son commis. Jean de Marigny s'était rembruni. « Je préférerais ne pas le rencontrer, dit-il. « Certes, certes, répondit le banquier avec douceur. Monseigneur d'Artois est un grand parleur. Il agita une clochette. Une tenture s'écarta aussitôt, et un jeune homme, en juste au corps serré, pénétra dans la pièce. C'était le garçon qui, la veille, avait failli renverser le roi de France. « Mon neveu, lui dit le banquier, reconduit monseigneur sans passer par la galerie, en veillant à ce qu'il ne rencontre personne, et porte-lui ceci jusqu'à la rue, ajouta-t-il en lui remettant les 2 sacs d'or dans les bras. « À vous revoir, monseigneur. » Messer Spinello Tholomyès s'inclina bien bas pour baiser l'améthyste au doigt du prélat, puis il souleva la tenture. Lorsque Jean de Marigny fut sorti, le Siennois revint vers la table, prit le reçu signé, le plia soigneusement. « Coglione, murmura-t-il. Vanesio ladro, ma soprattutto coglione. » Son œil gauche un instant s'était ouvert. Ayant serré le document dans le coffre, il quitta la pièce à son tour pour accueillir son autre visiteur. Il descendit au rez-de-chaussée et traversa la grande galerie éclairée par 6 fenêtres où étaient installés ses comptoirs. Car Tholomyès n'était pas seulement banquier, mais aussi importateur et marchand de denrées rares, depuis les épices et les cuirs de Cordoue jusqu'aux draps de Flandre, aux tapis de Chypre brodés d'or, aux essences d'Arabie. Une dizaine de commis s'occupaient des clients qui entraient et sortaient sans cesse. Les comptables faisaient leurs calculs à l'aide d'échiquiers spéciaux sur les cases desquels ils empilaient des jetons de cuivre, et la galerie entière résonnait du sourd bourdonnement du commerce. Tout en avançant rapidement, le gros Siennois saluait quelqu'un, rectifiait un chiffre, ou spiait un employé, ou faisait refuser d'un « niente » prononcé entre les dents une demande de crédit. Robert d'Artois était penché sur un comptoir d'armes du Levant et soupesait un lourd poignard damasquiné. Le géant se retourna d'un mouvement brusque quand le banquier lui posa la main sur le bras et prit cet air rustre et jovial qu'il affectait généralement. « Alors, monseigneur, lui dit Tholomyès, besoin de moi ?
Ouais, fit le géant. 2 choses à vous demander. La première, j'imagine, c'est de l'argent. Chut, grogna d'Artois. Est-ce que tout un chacun doit savoir, usurier de mes tripes, que je vous dois des fortunes? Allons causer chez vous. Ils sortirent de la galerie. Une fois dans son cabinet au premier étage et la porte refermée, Ptolomée dit « Monseigneur, si c'est pour un nouveau prêt, je crains que ce ne soit plus possible. »« Pourquoi ?»« Cher Monseigneur Robert, » répliqua posément Ptolomée, « quand vous avez fait procès à votre tante Mao pour l'héritage du comté d'Artois, c'est moi qui ai payé les frais. Ce procès, vous l'avez perdu. »« Mais je l'ai perdu par infamie, vous le savez bien !» s'écria d'Artois. « Je l'ai perdu par les intrigues de cette chienne de Mao, qu'elle en crève. On lui a donné l'Artois pour que la Franche-Comté, par sa fille, revienne à la couronne, marché de coquin. Mais en vraie justice, je devrais être père du royaume et le plus riche baron de France, et je le serai. Vous m'entendez, Ptolomée, je le serai. » Et de son poing énorme, il frappa la table. « Je vous le souhaite, dit Ptolomée, toujours calme. Mais en attendant, vous avez perdu votre procès. » Il avait abandonné ses manières d'église et en usait avec d'Artois bien plus familièrement qu'avec l'archevêque. « J'ai quand même reçu la châtellenie de Conches et la promesse du comté de Beaumont-le-Roger, avec 5000 livres de revenus, répondit le géant. « Mais votre comté n'est toujours pas constitué, et vous ne m'avez rien remboursé, au contraire. Je n'arrive point à me faire verser mes revenus. Le trésor me doit les ariages de plusieurs années, dont vous m'avez engagé une bonne part. Il vous a fallu de l'argent pour réparer les toitures de Conches et les écuries. »« Elles avaient brûlé, dit Robert. »« Bon, et puis il vous a fallu encore de l'argent pour entretenir vos partisans en Artois. Et que ferais-je sans eux? C'est grâce à ces féaux amis, à Fienne, à Soistre, à Caumont et aux autres que je gagnerai ma cause un jour, et les armes à la main s'il le faut. Et puis dites-moi, messires banquiers. » Et le géant changea de ton, comme s'il en avait assez de jouer les écoliers qu'on semonce. Il prit le banquier par la robe, entre le pouce et l'index, et commença de le soulever doucement. « Dites-moi donc, vous m'avez payé mon procès, mes écuries, mes partisans, soit. Mais n'avez-vous pas fait quelques bonnes petites recettes grâce à moi? Qui donc vous a annoncé voici 7 ans que les Templiers allaient être piégés comme lapins en garenne, et vous a conseillé de leur faire quelques emprunts que vous n'avez jamais eu à leur rendre? Qui donc vous a averti des rognages de monnaie, ce qui vous a permis de mettre tout votre or en marchandises, et que vous avez revendu à 1/3 de gain, hein? Qui donc? Les traditions de la finance sont éternelles, et toujours la haute banque eut ses informateurs auprès des gouvernements. Le principal informateur de messire Spinello Ptolomei était le comte Robert d'Artois, parce que celui-ci était l'ami et le commensal de Monseigneur le frère du roi Charles de Valois, qui siégeait au conseil étroit et lui racontait tout. Ptolomei se dégagea, défroissa le pli de sa robe, sourit et dit, la paupière gauche toujours close, « Je reconnais, Monseigneur, je reconnais. Vous m'avez quelquefois bien utilement renseigné, mais hélas... »« Quoi, hélas ?» ?»« Hélas, les bénéfices que vous m'avez fait faire sont loin de couvrir les sommes que je vous ai avancées. »« Est-ce vrai ?»« C'est vrai, Monseigneur, » dit Ptolomée de l'air le plus innocent et le plus profondément désolé. Il mentait, et il était sûr de pouvoir le faire impunément, car Robert d'Artois, s'il était habile à l'intrigue, s'entendait peu au calcul d'argent. « Ah !» fit ce dernier dépité. Il se gratta la couenne, balança le menton de droite à gauche. « Tout de même, les Templiers, vous devez être bien content ce matin, demanda-t-il. « Oui et non, Monseigneur, oui et non. Depuis longtemps déjà, il ne faisait plus tort à notre négoce. À qui va-t-on s'en prendre maintenant? À nous autres, aux Lombards, comme on dit. Le métier de marchand d'or n'est point facile, et pourtant sans nous, rien ne pourrait se faire. À propos, ajouta Ptolomée, Monseigneur de Valois vous a-t-il appris si l'on allait encore changer le cours de la livre parisis, comme je l'ai entendu assurer? Non, non, rien de tel, mais cette fois, dit d'Artois, qui suivait son idée, je tiens Mao parce que je tiens ses filles et sa cousine, et je vais les étrangler, crac, comme des malfaisantes belettes. La haine lui durcissait les traits et lui dessinait un masque presque beau. Il s'était de nouveau rapproché de Ptolomée. Celui-ci pensait, cet homme-là, pour sa vengeance, est capable de n'importe quoi. De toute façon, je suis décidé à lui prêter encore 500 livres. Puis il dit, « De quoi s'agit-il » Robert d'Artois baissa la voix, ses yeux brillaient. « Les petites catins ont des amants,
et depuis cette nuit, j'en sais les noms. Mais silence, je ne veux point donner l'éveil, pas encore. » Le Siennois se mit à réfléchir. On le lui avait déjà dit, il ne l'avait pas cru. « En quoi cela peut-il vous servir ?» demanda-t-il. « Me servir ?» s'écria d'Artois. « Mais voyons, banquier, vous imaginez la honte! La future reine de France et ses belles-sœurs pincées comme des ribaudes avec leurs freluquets! C'est scandale, jamais oui! Les deux familles de Bourgogne sont plongées dans cette crotte jusqu'à la gueule! Mao perd tout crédit à la cour, les mariages sont dissous, les héritages disparaissent des espoirs de la couronne. Je requiers alors reprise de mon procès, et je le gagne! » Il marchait de long en large, et ses pas faisaient vibrer le plancher, les meubles, les objets. « Et c'est vous, dit Ptolémée, qui allez découvrir la honte? Vous irez trouver le roi? »« Mais non, monsieur, pas moi. Moi, on ne m'entendrait pas. Quelqu'un d'autre de bien mieux désigné, mais qui n'est pas en France. Et c'est précisément la seconde chose que je venais vous demander. Il me faudrait un homme sûr et peu voyant pour aller en Angleterre porter un message. »« À qui, monseigneur? »« À la reine Isabelle. »« Ah, bah... » murmura le banquier. Puis il y eut un silence, pendant lequel on n'entendit que les bruits de la rue. « Il est vrai que madame Isabelle ne passe pas pour chérir beaucoup ses belles-sœurs de France, » dit enfin Ptolémée, qui n'avait pas besoin d'en entendre davantage pour comprendre comment d'Artois avait monté son complot. « Vous êtes fort son ami, je crois, et vous fûtes là-bas il y a peu de jours. »« J'en suis revenu la semaine passée, et j'ai été assez vite en besogne. » « Mais pourquoi n'envoyez-vous pas à madame Isabelle un homme à vous, ou bien un chevaucheur de monseigneur de Valois? Mes hommes sont connus, et ceux de monseigneur de Valois aussi, dans ce pays où tout le monde surveille tout le monde. On aurait tôt fait de me gâcher mon affaire. J'ai pensé qu'un marchand, mais un marchand à qui l'on puisse se fier, conviendrait mieux. Vous ne manquez pas de gens qui voyagent pour vous. D'ailleurs, le message n'aura rien qui puisse inquiéter le porteur. » Ptolémée regarda le géant dans les yeux, médita un moment, puis enfin il secoua sa clochette de bronze. « Je vais essayer de vous rendre encore une fois service, » dit-il. La tenture s'écarta et le même jeune homme qui avait accompagné l'archevêque reparut. Le banquier le présenta. « Guccio Baglioni, mon neveu, nouvellement arrivé de Sienne. Je ne crois point que les prévôts et sergents de notre ami Marini le connaissent encore. Bien qu'hier matin, ajouta Ptolémée à mi-voix et en regardant le jeune homme avec une feinte sévérité, il se soit distingué par une belle prouesse au vu du roi de France. Comment le trouvez-vous » Robert d'Artois considéra Guccio. « Joli garçon, dit-il en riant. Bien tourné, mollet sec, taille mince, yeux de troubadour. Est-ce lui que vous dépêcheriez, messire Ptolémée ?»« C'est un autre moi-même, dit le banquier, en moins gros et en plus jeune. J'ai été comme lui, figurez-vous, mais je suis seul à m'en souvenir. Si le roi Édouard le voit, bougre comme on le connaît, vous risquez fort que ce jouvenceau ne vous revienne jamais. » Et là-dessus, le géant partit d'un grand rire auquel se joignirent l'oncle et le neveu. « Guccio, dit Ptolémée, tu vas connaître l'Angleterre. Tu partiras demain à l'aube crevant. Tu te rendras à Londres chez notre cousin Albizzi. »« Albizzi, je connais ce nom, interrompit d'Artois. Ah, mais oui, c'est le fournisseur de la reine Isabelle. »« Vous voyez, monseigneur. Donc tu te rendras chez Albizzi, et là, avec son aide, tu iras à Westmoutier, délivrer à la reine et à elle seule le message que monseigneur va écrire. Je te dirai tout à l'heure plus longuement ce que tu devras faire. »« Je préférerais dicter, dit d'Artois. Je me sers mieux d'un épieu que de vos satanés plumes-doigts. » Ptolémée pensa, et méfiant en plus le gaillard. Il ne veut pas laisser de traces. « À votre guise, monseigneur, je vous écoute. » Et il prit lui-même sous la dictée la lettre suivante. « Madame, les choses que nous avions devinées sont véridiques et plus honteuses encore qu'il se pouvait croire. Je sais les personnes et les ai si bien découvertes qu'elles ne sauraient échapper si nous faisons hâte. Mais vous seul avez puissance assez pour accomplir ce que nous escomptons et mettre terme par votre venue à tant de vilainie qui noircit moult l'honneur de vos parents. Je n'ai d'autre désir que d'être en tout votre serviteur, de corps et d'âme. »« La signature, monseigneur ?» demanda Ptolémée. « La voici, » répondit d'Artois en sortant de sa bourse une énorme bague d'argent qu'il tendit au jeune homme. Il en portait une semblable au pouce, mais en or. «
Tu remettras ceci à Madame Isabelle, elle saura. Mais es-tu sûr, troubadour, de te faire accorder audience dès ton arrivée? Bah, monseigneur, dit Tholomyès, nous ne sommes pas trop mal placés auprès des souverains d'Angleterre. Quand le roi Édouard est venu l'année passée avec Madame Isabelle, il a emprunté à nos compagnies 20 000 livres, que nous nous sommes associés pour lui fournir, et qu'il ne nous a pas encore rendues. « Lui aussi !» s'écria d'Artois. « À propos, banquier, et cette première chose que je venais vous demander. »« Ah, je ne vous résisterai jamais, monseigneur, » dit Tholomyès en soupirant. Et il alla prendre dans le coffre un sac qu'il remit à d'Artois en ajoutant « 500 livres, c'est tout ce que je puis. Nous marquerons cela à votre compte ainsi que le voyage de votre messager. »« Ah, banquier, banquier !» s'écria d'Artois avec un grand sourire qui illumina son visage. « Tu es un ami! Quand j'aurai repris mon comté paternel, je ferai de toi mon argentier. »« J'y compte bien, monseigneur, » dit l'autre en s'inclinant. « Et sinon, je t'emmènerai avec moi dans l'enfer pour que tu m'achètes les faveurs du diable. » Et le géant sortit, trop large pour la porte, en faisant sauter le sac d'or comme une balle dans sa paume. « Vous lui avez encore donné de l'argent, mon oncle, dit Guccio en hochant la tête avec réprobation. « Vous aviez pourtant dit... » « Guccio mio, répondit doucement le banquier, et maintenant il avait les 2 yeux bien ouverts. « Rappelle-toi toujours ceci. Les secrets des grands de ce monde sont l'intérêt de l'argent que nous leur prêtons. Dans ce même matin, monseigneur Jean de Marigny et monseigneur d'Artois m'ont donné sur eux des lettres de crédit qui valent plus que de l'or, et que nous serons négociés en leur temps. Quant à l'or, nous allons en rattraper un peu. » Il resta pensif un instant et reprit « En revenant d'Angleterre, tu feras un détour, tu passeras par Naufle-le-Vieux. »« Bien, mon oncle, » répondit Guccio sans enthousiasme. « Notre commis de là-bas n'arrive pas à recouvrer une créance que nous avons sur les châtelaines de Cressay. Le père vient de mourir, les héritiers refusent de payer, il semble qu'il n'ait plus rien. »« Et comment me faire s'ils n'ont plus rien ?»« Bah, ils ont des murs, ils ont une terre, ils ont peut-être des parents. Ils n'ont qu'à emprunter ailleurs, de quoi nous rendre. S'ils ne peuvent, tu vas voir le prévôt de Montfort. Tu fais saisir, tu fais vendre. C'est dur, je sais. Mais un banquier doit s'habituer à être dur. Pas de pitié pour les petits clients. Sinon, nous ne pourrions plus servir les gros. À quoi penses-tu, figlio mio? À l'Angleterre, mon oncle, répondit Guccio. Le retour par Naufle lui paraissait une corvée, mais qu'il acceptait de bon gré. Toute sa curiosité, tous ses rêves d'adolescent étaient déjà tournés vers Londres. Il allait traverser la mer pour la première fois. La vie de marchand lombard était décidément une vie agréable et qui ménageait de belles surprises. Partir, courir les routes, porter au prince des messages secrets. Le vieil homme contempla son neveu avec un air de profonde tendresse. Guccio était la seule affection de ce cœur rusé et usé. « Tu vas faire un beau voyage, et je t'envie, dit-il. Peu de gens à ton âge ont l'occasion de voir autant de pays. Instruis-toi, fouine, furette, regarde tout. Fais parler et parle peu. Prends garde à qui t'offre à boire. Ne donne pas aux filles plus d'argent qu'elles ne valent. Et veille bien à te découvrir devant les processions. Et si tu croises un roi sur ton chemin, fais en sorte qu'il ne m'en coûte pas cette fois un cheval ou un éléphant. »« Est-il vrai, mon oncle, demanda Guccio en souriant, que Madame Isabelle est aussi belle qu'on le dit? » La route de Londres. Certaines gens rêvent toujours de départ et d'aventure pour se donner aux yeux des autres et d'eux-mêmes des manières de héros. Puis, quand ils sont au milieu de l'affaire et qu'un péril survient, ils se mettent à penser « Quelle sottise m'a donc poussé et qu'avais-je besoin de venir me fourrer où je suis ?» C'était tout juste le cas du jeune Guccio Baglioni. Il n'avait rien tant désiré que de connaître la mer, mais maintenant qu'il était dessus, il aurait payé fort cher pour être ailleurs. On se trouvait en pleine marée d'équinoxe, et les navires n'avaient guère été nombreux ce jour-là à lever l'ancre. Faisant un peu le fendant sur les quais de Calais, la dague au côté et le manteau rejeté sur l'épaule, Guccio avait enfin trouvé un patron de bateau qui voulut bien l'embarquer. Ils étaient partis au soir, et la tempête s'était levée presque à la sortie du port. Enfermé dans un réduit ménagé sous le pont, près du grand mât, c'est l'endroit où cela bouge le moins, avait dit le patron, et où un bas-flanc de bois servait de couchette, Guccio était en train de passer la pire nuit de sa vie.
Les vagues frappaient comme à coups de bélier contre le bateau, et Guccio sentait le monde basculer autour de lui. Il roulait du bas-flanc sur le plancher, et se débattait longuement dans une obscurité totale, tantôt heurtant la charpente, et tantôt les paquets de cordage durcis par l'eau. La coque semblait sur le point d'éclater. Entre deux halètements de la tempête, Guccio entendait les voiles claquer et des masses d'eau s'effondrer sur le pont. Il se demandait si tout l'équipage n'avait pas été balayé, s'il n'était pas seul survivant à bord d'un navire désemparé que le flot lançait contre le ciel pour le rejeter aussitôt vers les abîmes. « Sûrement je vais mourir, » se disait Guccio. « Comme c'est sot de mourir de la sorte à mon âge. Englouti au milieu de la mer, jamais je ne reverrai Paris, ni Sienne, ni ma famille, jamais je ne reverrai le soleil. Si seulement j'avais attendu un jour ou deux à Calais, quelle sottise! Mais si j'en ressors, par la Madone, je reste à Londres. Je me fais débardeur, faquin, n'importe quoi, mais jamais je ne repose le pied sur un bateau. » Enfin, il entoura des 2 bras le pied du grand mât, et à genoux dans le noir, cramponné, tremblant, l'estomac malade, les vêtements trempés, il attendit sa fin en promettant des ex-voto à Santa Maria del Nevi, à Santa Maria della Scala, à Santa Maria dei Servi, à Santa Maria del Carmine, autant dire à toutes les églises de Sienne qu'il connaissait. À l'aube, la tempête se calma. Guccio, épuisé, regarda autour de lui. Les caisses, les voiles, les prélards, les ancres et les cordages s'entassaient dans un effrayant désordre. Au fond du bateau, sous le plancher disjoint, une nappe d'eau clapotait. La trappe qui donnait accès au pont s'ouvrit, et une voix rude cria « Hola, signor! Avez-vous bien dormi ?»« Dormi ?» répondit Guccio, sur un ton plein de rancune. « Je pourrais aussi bien être mort. » On lui lança une échelle de corde, et on l'aida à se hisser sur le pont. Un grand souffle froid l'enveloppa et le fit frissonner sous ses vêtements mouillés. « Vous ne pouviez donc pas m'avertir qu'on aurait une tempête ?» dit Guccio au patron du bâtiment. « Ah, mon gentilhomme, il est vrai que nous avons eu une mauvaise nuit, mais vous sembliez si pressé. Et puis pour nous, vous savez, c'est chose courante, » répondit le patron. « Maintenant, nous sommes près de la côte. » C'était un vieil homme robuste, au poil gris. Il regardait Guccio de manière un peu goguenarde. Tendant le bras vers une ligne blanchâtre qui sortait de la brume, il ajouta « C'est Douvres, là-bas !» Guccio soupira en serrant contre lui son manteau. « Dans combien de temps arriverons-nous » L'autre haussa les épaules et répondit « 2 ou 3 heures, pas plus, car le vent souffle du levant. » Sur le pont, 3 matelots étaient étendus, recrues de fatigue. Un autre, accroché au timon du gouvernail, mordait dans un morceau de viande salée sans quitter les yeux la proue du navire et la côte d'Angleterre. Guccio s'assit auprès du vieux marin, à l'abri d'une petite cloison de planches qui coupait le vent, et malgré le jour, le froid et la houle, il tomba endormi. Lorsqu'il se réveilla, le port de Douvres étalait devant lui son bassin rectangulaire et ses rangées de maisons basses, aux murs grossiers, aux toits chargés de pierres. À droite de la passe se détachait la demeure du shérif, gardée par des hommes en armes. Le quai encombré de marchandises empilées sous des hauts vents grouillait d'une foule bruyante. La brise charriait les odeurs de poissons, de goudron et de bois pourri. Des pêcheurs circulaient, traînant leurs filets et portant leurs lourdes rames sur l'épaule. Des enfants tiraient sur le pavé des sacs plus gros qu'eux. Le bateau, voile amené, entra dans le bassin. La jeunesse a vite fait de récupérer à la fois ses forces et ses illusions. Les dangers surmontés ne servent qu'à lui donner davantage confiance en elle-même et à la pousser vers d'autres entreprises. Il avait suffi à Guccio d'un sommeil de 2 heures pour oublier ses frayeurs de la nuit. Il n'était pas loin de s'attribuer tout le mérite d'avoir dominé la tempête. Il y voyait un signe de sa bonne étoile. Debout sur le pont, dans une pose de conquérant, la main serrée sur un cordage, il regardait avec une curiosité passionnée venir à lui le royaume d'Isabelle. Le message de Robert d'Artois, cousu dans son vêtement, et la bague d'argent enfermée dans sa bougette, lui semblaient les gages d'un grand avenir. Il allait entrer dans l'intimité du pouvoir, connaître des rois et des reines, savoir le contenu des traités les plus secrets. Avec ivresse, il devançait le temps, il se voyait déjà un prestigieux ambassadeur, confident écouter les puissants de la terre, devant qui les plus hauts personnages s'inclinaient. Il participerait au Conseil des princes. N'avait-il pas l'exemple de ses compatriotes Biccio et Musiato Guardi, les 2 fameux financiers toscans que les Français appelaient Biche et Mouche, et qui avaient été pendant plus de 10 ans les trésoriers, les ambassadeurs, les familiers de l'austère Philippe le Bel?
Il ferait mieux qu'eux. Et un jour, on raconterait l'histoire de l'illustre Guccio Baglioni, débutant dans la vie en manquant de renverser le roi de France au coin d'une rue. La rumeur du port lui parvenait comme déjà une acclamation. Le vieux marin jeta une planche entre le bateau et le quai. Guccio paya le prix de son passage et quitta la mer pour la terre ferme. Ne transportant pas de marchandises, il n'eut point à passer par les traites, c'est-à-dire les douanes. Au premier gamin qu'il rencontra, il demanda d'être conduit chez le lombard du lieu. Les banquiers et marchands italiens de cette époque possédaient leur propre organisation de courrier et de fret. Formés en compagnies qui portaient le nom de leur fondateur, ils avaient des comptoirs dans toutes les villes principales et dans les ports. Ces comptoirs étaient à la fois une succursale de banque, un bureau de poste privé et une agence de voyage. Le lombard de Douvres appartenait à la compagnie Albizzi. Il fut heureux de recevoir le neveu du chef de la compagnie Tolomei et le traita du mieux qu'il put. Chez lui, Guccio trouva à se laver. Ses vêtements furent séchés et repassés. Il changea son or français contre de l'or anglais et prit un fort repas tandis qu'on lui apprêtait un cheval. Tout en mangeant, Guccio raconta la tempête qu'il avait essuyée en s'y donnant un rôle avantageux. Il y avait là un homme arrivé de la veille qui s'appelait Boccaccio ou Boccace et qui était voyageur pour le compte de la compagnie Bardi. Il venait lui aussi de Paris et avait assisté avant son départ au supplice de Jacques de Molay. Il avait de ses oreilles entendu la malédiction, et il se servait pour décrire cette tragédie d'une ironie précise et macabre qui enchanta la tablée italienne. C'était un personnage d'une trentaine d'années au visage intelligent et vif, avec des lèvres minces et un regard qui semblait s'amuser de tout. Comme il se rendait également à Londres, Guccio et lui décidèrent de faire chemin ensemble. Ils partirent au milieu du jour. Se souvenant des conseils de son oncle, Guccio fit parler son compagnon qui d'ailleurs ne demandait que cela. Le signor Boccace semblait avoir beaucoup vu. Il était allé partout, en Sicile, en Vénétie, en Espagne, en Flandre, en Allemagne, jusqu'en Orient, et s'était tiré avec habileté de bien des aventures. Il connaissait les mœurs de tous ces pays, avait son opinion personnelle sur la valeur comparée des religions, méprisait assez les moines et détestait l'Inquisition. Il paraissait aussi s'intéresser aux femmes. Il laissait entendre qu'il en avait pratiqué beaucoup et connaissait sur une foule d'entre elles, illustres ou obscures, de curieuses anecdotes. Il faisait peu de cas de leurs vertus, et son langage s'épissait à leur propos d'images qui rendaient Guccio songeur. Un esprit libre, ce signor Boccace, et tout à fait au-dessus du commun. « J'aurais aimé écrire tout cela si j'avais eu le temps, dit-il à Guccio. Toute cette moisson d'histoires et d'idées que j'ai récoltées au long de mes voyages. »« Que ne le faites-vous, signor ?» répondit Guccio. L'autre soupira, comme s'il avouait quelque rêve inexaucé. « Trop tard, on ne devient pas clair à mon âge, dit-il. Quand on a pour métier de gagner de l'or, après 30 ans, on ne peut plus rien faire d'autre. Et puis, si j'écrivais tout ce que je sais, je risquerais d'être brûlé. » Cette marche au botte-à-botte avec un compagnon plein d'intérêt, à travers une belle campagne verte, enchanta Guccio. Il aspirait avec plaisir à l'air printanier. Les fers des chevaux chantaient à ses oreilles une chanson heureuse, et il prenait aussi bonne opinion de lui-même que s'il avait partagé toutes les aventures de son voisin. Au soir, ils s'arrêtèrent dans une auberge. Les haltes du voyage disposent aux confidences. Tout en buvant devant le feu des pichets de Godeil, forte bière épicée au genièvre, au piment et au clou de girofle, le signor Boccace raconta à Guccio qu'il avait une maîtresse française dont lui était né l'an passé un garçon baptisé Giovanni. On dit que les enfants nés hors mariage sont plus vifs et plus vigoureux que les autres, remarqua sentencieusement Guccio, qui avait quelques bonnes banalités à sa disposition pour nourrir la conversation. Sans doute Dieu leur fait-il des dons d'esprit et de corps pour compenser ce qui leur ôte d'héritage et de respect, répondit le signor Boccace. Celui-là, en tout cas, aura un père qui pourra lui apprendre beaucoup. À moins qu'il n'en veuille à son père de l'avoir mis au jour dans de si mauvaises conditions, dit le voyageur des Bardi. Ils dormirent dans la même chambre. Au petit matin, ils reprirent la route. Des lambeaux de brume collaient encore à la terre. Le signor Boccace se taisait. Il n'était pas un homme de l'aube. Le temps était frais et le ciel s'éclaircit bientôt. Guccio découvrait une contrée dont la grâce le ravissait. Les arbres étaient encore nus, mais l'air sentait la sève, et la terre était déjà verte d'une herbe fraîche et tendre. D'innombrables haies découpaient les champs et les collines.
Le paysage vallonné ourlé de forêts, l'éclat vert et bleu de la Tamise aperçu du haut d'une côte, une meute filant à travers prés, suivie par des cavaliers, tout séduisit Guccio. « La reine Isabelle a un beau royaume, se disait-il. » À mesure que les lieux passaient, cette reine prenait de plus en plus de place dans ses pensées. Tout en accomplissant sa mission, pourquoi n'essaierait-il pas de plaire? L'histoire des princes et des empires offrait maints exemples de choses plus étonnantes. Pour être reine, elle n'en est pas moins femme. Elle a 22 ans et son époux ne l'aime pas. Les seigneurs anglais ne doivent pas oser la courtiser de peur de déplaire au roi, tandis que moi j'arrive, je suis messager secret. Pour venir, j'ai bravé la tempête. Je mets un genou en terre, je la salue d'un grand coup de bonnet, je baise le bas de sa robe. Déjà, il polissait les mots par lesquels il allait placer son cœur au service de la jeune souveraine blonde. « Madame, je ne suis point noble, mais je suis libre citoyen de Sienne, et je vaux bien mon gentilhomme. J'ai 18 ans, et ne connais pas de plus cher désir que celui de contempler votre beauté, et de vous faire offre de mon âme et de mon sang. » « Nous voici bientôt arrivés, dit le signor Boccace. Ils avaient atteint les faubourgs de Londres sans que Guccio s'en fût aperçu. Les maisons se rapprochaient le long de la route, la bonne odeur de forêt avait disparu, l'air sentait la tourbe brûlée. Guccio regardait autour de lui avec surprise. Son oncle Tolomei lui avait annoncé une ville extraordinaire, et il ne voyait qu'une interminable succession de villages faits de masures aux murs noirs, avec des ruelles sales où passaient des femmes chargées de lourds fardeaux, des enfants en guenilles et des soldats de mauvaise mine. Soudain, dans un grand concours de gens, de chevaux et de charrois, les voyageurs se trouvèrent devant le pont de Londres. 2 tours carrées en fortifiaient l'entrée, entre lesquelles, le soir, on tendait des chaînes et l'on fermait d'énormes portes. La première chose que remarqua Guccio, ce fut une tête humaine, toute sanglante, plantée sur l'une des piques qui hérissaient ces portes. Les corbeaux tournaient autour de ce visage aux yeux crevés. « La justice du roi des Anglais a fonctionné ce matin, dit le signor Boccace. C'est ainsi que finissent ici les criminels ou ceux qu'on dit tels pour s'en débarrasser. Curieuse enseigne pour accueillir les étrangers, dit Guccio. Une manière de leur faire connaître qu'ils n'arrivent point dans une ville de fleurette et de tendresse. » Ce pont était le seul qui fut alors jeté sur la Tamise. Il formait une véritable rue, construite au-dessus de l'eau et dont les maisons de bois, pressées les unes contre les autres, abritaient toutes sortes de négoces. 20 arches de 60 pieds de haut soutenaient cet extraordinaire édifice. Il avait fallu près de 100 ans pour le bâtir, et les Londoniens en étaient fort orgueilleux. Une eau trouble bouillonnait autour des arches. Du linge séchait aux fenêtres. Des femmes vidaient des seaux dans le fleuve. En comparaison du pont de Londres, le Ponte Vecchio à Florence ne semblait qu'un jouet, et l'Arno, auprès de la Tamise, qu'un ruisselet. Guccio en fit la remarque à son compagnon. « C'est quand même nous qui apprenons tout aux autres peuples, » répondit celui-ci. Il leur fallut presque un tiers d'heure pour passer de l'autre côté, tant la foule était dense et tenace les mendiants qui les accrochaient par la botte. En arrivant sur l'autre rive, Guccio aperçut à main droite la tour de Londres, dont l'énorme masse blanche se détachait sur le ciel gris. Puis, à la suite du signor Boccace, il s'enfonça dans la cité. Le bruit et l'agitation qui régnaient dans les rues, la rumeur des voix étrangères, le ciel plombé, la lourde odeur de fumée qui imprégnait la ville, les cris qui sortaient des tavernes, l'audace des filles effrontées, la brutalité des soldats braillards, surprirent Guccio. Au bout de 300 pas, les voyageurs tournèrent à gauche dans Lombard Street, où toutes les banques italiennes avaient leur établissement. Maison de peu de mine sur l'extérieur, à 1 étage, 2 au plus, mais fort bien entretenue, avec des portes cirées et des grilles aux fenêtres. Le signor Boccace laissa Guccio devant la banque Albizzi. Les 2 compagnons de route se séparèrent avec beaucoup de chaleur, se félicitèrent mutuellement de leur amitié naissante et se promirent de se revoir très vite à Paris. Westminster. Messer Albizzi était un homme grand, sec, au long visage brun, avec des sourcils épais et des touffes de cheveux noirs qui sortaient de dessous son bonnet. Il montra aux visiteurs une affabilité tranquille et seigneuriale. Debout, le corps serré dans une robe de velours bleu sombre, la main posée sur son écritoire, Albizzi avait l'allure d'un prince toscan. Tandis que s'échangeaient les compliments d'usage, le regard de Guccio allait des hauts sièges de chêne aux tentures de Damas,
des tabourets incrustés d'ivoire aux riches tapis qui couvraient le sol, de la cheminée monumentale aux flambeaux d'argent massif. Et le jeune homme ne pouvait s'empêcher de faire une évaluation rapide. Ces tapis 40 livres, sûrement, ces flambeaux le double. La maison, si chaque chambre est à la mesure de celle-ci, vaut 3 fois plus que celle de mon oncle. Car pour se rêver ambassadeur secret et chevalier servant, Guccio n'en était pas moins marchand, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de marchand. « Vous auriez dû embarquer sur un de mes navires, car nous sommes aussi armateurs, et prendre par Boulogne, dit Messer Albizzi. Et ainsi, mon cousin, vous auriez fait plus confortable traversée. » Il fit servir de l'hypocras, vin aromatisé qu'on buvait en mangeant des dragées. Guccio expliqua le but de son voyage. « Votre oncle, Tolomei, que j'estime fort, a été avisé de vous envoyer à moi, dit Albizzi en jouant avec le gros rubis qu'il portait à la main droite. Hugues de Spencer est de mes principaux clients et obligé. Nous allons par lui arranger l'entrevue. »« N'est-ce pas l'ami de cœur du roi Édouard » interrogea Guccio. « La maîtresse, vous voulez dire, la favorite, le pic-bouquet du roi. Non, je parle de Hugues de Spencer le père. Son influence est plus secrète, mais elle est grande. Il se sert habilement de la bougrerie de son fils. Et si les choses continuent comme elles vont, il est en passe de commander au royaume. »« Mais, dit Guccio, c'est la reine qu'il me faut voir, non le roi. »« Mon jeune cousin, répondit Albizzi avec un sourire, ici comme ailleurs se trouvent des gens qui, n'appartenant ni à un parti ni à l'adverse, profitent des deux en jouant de l'un sur l'autre. Je sais ce que je puis faire. » Il appela son secrétaire et écrivit rapidement quelques lignes sur un papier qu'il scella. « Vous irez à Westmoutier aujourd'hui, après dîner, mon cousin, dit-il une fois qu'il eut expédié le secrétaire porteur du billet. Je pense que la reine vous donnera audience. Vous serez pour tous un marchand de pierres précieuses et d'orfèvrerie, venu exprès d'Italie et recommandé par moi. En présentant vos bijoux à la reine, vous pourrez lui remettre votre message. » Il alla vers un coffre, l'ouvrit, et en tira une grande boîte plate de bois précieux à ferrure de cuivre. « Voici vos lettres de créance, » ajouta-t-il. Guccio souleva le couvercle. Des bagues, des agrafes et fermots, des perles montées en pendentifs, un collier d'émeraude et de rubis reposaient sur un lit de velours. « Et si la reine voulait acquérir un de ces joyaux, que ferais-je » Albizzi sourit. « La reine ne vous achètera rien directement, car elle n'a pas d'argent avoué, et l'on surveille sa dépense. Si elle désire une chose, elle me le laissera savoir. Je lui ai fait confectionner le mois passé 3 aumônières qui me sont dues encore. » Après le repas dont Albizzi s'excusa qu'il fût menu d'ordinaire, mais qui était digne d'une table de baron, Guccio se rendit à Westminster. Il était accompagné d'un valet de la banque, sorte de garde du corps taillé en buffle, et qui portait le coffret lié à sa ceinture par une chaîne de fer. Guccio avançait le menton levé, avec un grand air de fierté, et contemplait la ville comme s'il allait le lendemain en être propriétaire. Le palais, imposant par ses proportions gigantesques, mais surchargé de fioritures, lui parut d'assez mauvais goût comparé à ceux qui se construisaient en Toscane, et particulièrement à Sienne dans ces années-là. Ces gens manquent déjà de soleil, et il semble qu'ils fassent tout pour empêcher de passer le peu qu'ils en ont, pensa-t-il. Il arriva par l'entrée d'honneur. Les hommes du corps de garde se chauffaient autour de grosses bûches. Un écuyer s'approcha. « Signor Baglioni, vous êtes attendu, je vais vous conduire, » dit-il en français. Toujours escorté du valet qui portait le coffret à bijoux, Guccio suivit l'écuyer. Ils traversèrent une cour entourée d'arcades, puis une autre, puis gravirent un large escalier de pierre et pénétrèrent dans les appartements. Les voûtes étaient très hautes, étrangement sonores. À mesure qu'ils avançaient à travers une succession de salles glacées et sombres, Guccio s'efforçait en vain de conserver sa belle assurance. Mais il avait l'impression de rapetisser. Il vit un groupe de jeunes hommes dont il distingua les riches costumes brodés, les cottes garnies de fourrure. Au flanc gauche de chacun brillait la poignée d'une épée. C'était la garde de la reine. L'écuyer dit à Guccio de l'attendre et le laissa là, parmi les gentilshommes, qui le considéraient d'un air narquois et échangeaient des remarques qu'il n'entendait pas. Soudain, Guccio se sentit gagné par une inquiétude sourde. Si quelque imprévu allait se produire, si, dans cette cour qu'il savait déchirer d'intrigues, il allait passer pour suspect, si, avant qu'il n'ait vu la reine, on se saisissait de lui, on le fouillait, on découvrait le message. Quand l'écuyer, revenant le chercher, lui toucha la manche, il sursauta.
Il prit le coffret des mains du serviteur d'Albizzi, mais dans sa hâte, il oublia que le coffret était attaché à la ceinture du porteur, lequel fut projeté en avant. La chaîne s'embrouilla, il y eut des rires et Guccio éprouva l'irritation du ridicule. Si bien qu'il entra chez la reine humilié, empêtré, confus, et qu'il se trouva devant elle avant même de l'avoir vue. Isabelle était assise. Une jeune femme au visage étroit, au maintien raide, se tenait debout auprès d'elle. Guccio mit un genou à terre et chercha un compliment qui ne vint point. La présence d'une tierce personne augmentait son désarroi. Mais par quelle sotte illusion s'était-il figuré que la reine serait seule pour le recevoir? Ce fut elle qui parla. « Lady le Despencer, voyons les bijoux que nous porte ce jeune Italien, et si ce sont vraiment les merveilles qu'on dit. » Ce nom de Despencer acheva de troubler Guccio. Quel pouvait être le rôle d'une Despencer dans l'intimité de la reine? S'étant relevé sur un geste d'Isabelle, il ouvrit le coffret et le présenta. Lady le Despencer, y ayant à peine jeté un regard, dit d'une voix brève et sèche « Ces bijoux sont fort beaux, en effet, mais nous n'en avons que faire, nous ne pouvons pas les acheter, madame. » La reine eut un mouvement d'humeur. « Alors pourquoi votre beau-père m'a-t-il pressé de voir ce marchand ?»« Pour obliger Albizzi, je pense, mais nous devons déjà trop à ce dernier pour acquérir encore. »« Je sais, madame, dit alors la reine, que vous, votre époux, et tous vos parents avez si grand soin des deniers du royaume qu'on pourrait croire que ce sont les vôtres. Mais ici, vous tolérerez que je dispose de ma cassette ou, à tout le moins, de ceux qu'on m'en a laissés. J'admire d'ailleurs, madame, que lorsqu'il vient au palais quelque étranger ou marchand, on éloigne toujours comme par accident mesdames françaises, afin que votre belle-mère ou vous-même me teniez une compagnie qui ressemble plutôt à une garde. J'imagine que si ces mêmes joyaux sont présentés à mon époux et aux vôtres, ceux-ci en trouveront bien l'usage pour s'emparer l'un l'autre, comme femme ne l'oserait point. » Le ton était uni et froid, mais en chaque parole éclatait le ressentiment d'Isabelle contre cette famille qui, en même temps qu'elle déshonorait la couronne, mettait le trésor au pillage. Car non seulement les Despencer, père et mère, s'enrichissaient de l'amour que le roi portait à leur fils, mais l'épouse elle-même consentait au scandale et y prêtait la main. Vexée de l'algarade, Eleanor le Despencer se retira dans un coin de l'immense pièce, mais sans cesser d'observer la reine et le jeune Siennois. Guccio, reprenant un peu de cet aplomb qui d'ordinaire lui était naturel, et aujourd'hui lui faisait si malencontreusement défaut, osa enfin regarder la reine. C'était l'instant ou jamais de faire comprendre à celle-ci qu'il plaignait ses malheurs et souhaitait la servir. Mais il rencontra une telle froideur, une telle indifférence, qu'il en eut le cœur gelé. Les yeux bleus d'Isabelle avaient la même fixité que ceux de Philippe le Bel. Le moyen d'aller déclarer à une telle femme « Madame, on vous fait souffrir et je veux vous aimer ». Tout ce que put Guccio fut de désigner l'énorme bague d'argent qu'il avait placée dans un coin du coffret et de dire « Madame, me ferez-vous la faveur de considérer ce cachet et d'en remarquer la ciselure ?» La reine prit la bague et reconnut les 3 châteaux d'Artois gravés dans le métal, releva son regard sur Guccio. « Ceci me plaît à voir, dit-elle. Avez-vous d'autres objets qui soient travail de même main ?» Guccio sortit de son vêtement le message en disant « Les prix en sont inscrits ici. »« Approchons-nous du jour, que je les vois mieux, » répondit Isabelle. Elle se leva et, accompagnée de Guccio, gagna l'embrasure d'une fenêtre où elle put lire le message tout à loisir. « Retournez-vous à Paris, » murmura-t-elle. « Aussitôt qu'il vous plaira de me l'ordonner, madame, » répondit Guccio du même ton. « Dites alors à monseigneur d'Artois que je me rendrai en France dans les proches semaines et que j'agirai comme j'en suis convenu avec lui. » Son visage s'était un peu animé, mais son attention se portait tout entière sur le message et nullement sur le messager. Un souci royal de bien payer ceux qui la servaient lui fit cependant ajouter « Je dirai à monseigneur d'Artois qu'il vous récompense de votre peine mieux que je ne saurais le faire en cet instant. L'honneur de vous voir et de vous obéir, madame, est certes la plus belle récompense. » Isabelle remercia d'un bref mouvement de tête, et Guccio comprit qu'entre une arrière-petite-fille de monseigneur Saint-Louis et le neveu d'un banquier toscan, il y avait des distances qui ne se franchissaient point. À voix bien haute, afin que la Despencer entendît, Isabelle prononça
Je vous ferai connaître par Albizzi ce que je déciderai concernant ce fermail. Adieu, messire. » Et elle le congédia du geste. La créance. En dépit de la courtoisie d'Albizzi qui lui offrait de demeurer quelques jours, Guccio quitta Londres dès le lendemain assez mécontent de lui-même. Il avait pourtant parfaitement rempli sa mission et sur ce point ne méritait que des éloges. Mais il ne se pardonnait pas, lui, libre citoyen de Sienne, et qui par là se jugeait l'égal de tout gentilhomme sur la terre, de s'être à ce point laissé troubler par une présence royale. Car il aurait beau faire, il ne pourrait jamais se cacher que la parole lui avait manqué lorsqu'il s'était trouvé devant la reine d'Angleterre, laquelle ne l'avait même pas honoré d'un sourire. « C'est une femme comme une autre, après tout. Qu'avais-je donc à si fort trembler ?» se répétait-il avec humeur. Mais il se disait cela alors qu'il était bien loin de Westminster. N'ayant pas comme elle allait rencontrer de compagnons, il cheminait seul, remâchant son dépit. Cet état d'esprit ne le quitta pas de tout le voyage, et ne fit même que s'exaspérer à mesure que les lieues passaient. Parce qu'il n'avait pas reçu à la cour d'Angleterre l'accueil qu'il escomptait, parce qu'on ne lui avait pas, sur sa seule mine, rendu des honneurs de prince, il s'était fait l'opinion, lorsqu'il remit le pied en France, que les Anglais constituaient une nation barbare. Quant à la reine Isabelle, si elle était malheureuse, si son mari la bafouait, elle ne recevait là qu'à proportion de son mérite. Comment, on traverse la mer, on risque sa vie pour elle, et l'on n'est même pas plus remercié que si l'on était un valet. Ces gens-là ont de grands airs appris, mais point de manière de cœur, et ils rebutent les meilleurs dévouements. Ils n'ont point à s'étonner d'être si mal aimés et si bien trahis. La jeunesse ne renonce pas aisément à ses désirs d'importance. Sur les mêmes routes où 4 jours plus tôt il s'était cru déjà ambassadeur et amant royal, Guccio se disait rageusement « J'aurai ma revanche ». Comment, sur qui, il n'en savait rien, mais il lui fallait une revanche. Et d'abord, puisque le destin et le dédain des rois voulaient le maintenir dans sa condition de lombard, il allait se montrer un lombard comme on en avait rarement vu. Un banquier puissant, audacieux et retors, un prêteur impitoyable. Son oncle l'avait chargé de passer par le comptoir de Naufle pour recouvrer une créance. Eh bien, les débiteurs ignoraient quelle foudre allait s'abattre sur leur dos. Prenant par Pontoise pour bifurquer à travers l'île de France, Guccio arriva à Naufle-le-Vieux le jour de la Saint-Hugues. Le comptoir Ptoléméi occupait une maison proche de l'église sur la place du bourg. Guccio y entra d'un pas de maître, se fit montrer les registres, houspilla son monde. À quoi le commis principal était-il bon? Faudrait-il que lui, Guccio Baglioni, propre neveu du chef de la compagnie, se dérangeât pour chaque créance en souffrance? Et d'abord, qui étaient ces châtelains de Cresset qui devaient 300 livres? On le renseigna. Le père était mort. Oui, cela Guccio le savait. Et puis, il y avait 2 fils, 20 et 22 ans. Que faisaient-ils? Ils chassaient. Des fainéants, évidemment. Il y avait aussi une fille, 16 ans, laide certainement, décida Guccio. Et une mère qui faisait marcher la maison depuis le décès du sire de Cresset. Des gens de bonne noblesse, mais sans un sou vaillant. Combien valait leur château, leur champ? 800, 900 livres. Ils avaient un moulin et une trentaine de serfs sur leurs terres. « Et vous n'arrivez pas à les faire payer ?» s'écria Guccio. « Vous allez voir, avec moi, si cela va durer longtemps. Comment s'appelle le prévôt de Montfort? Portefruit? Très bien. Si ce soir ils n'ont pas remboursé, je vais trouver le prévôt et je les fais saisir. Voilà. » Il se remit en selle et partit au grand trot pour Cresset, comme s'il allait enlever une place forte à lui tout seul. « Mon or ou la saisie, mon or ou la saisie, et ils iront s'adresser à Dieu ou à ses saints. » Cresset, à une demi-lieue de Naufle, était un hameau bâti à flanc de Val au bord de la Mauldre, rivière qu'on pouvait franchir d'un bon saut de cheval. Le château qu'aperçut Guccio n'était en vérité qu'un petit manoir assez délabré, sans fossé d'enceinte puisque la rivière lui servait de défense, avec des tourelles basses et des abords boueux. Tout y montrait la pauvreté et le mauvais entretien. Les toitures s'affaissaient en plusieurs places, le pigeonnier paraissait peu garni, les murs moussus avaient des lézardes, et les bois voisins présentaient des saignées profondes. « Tant pis, mon or ou la saisie !» se répétait Guccio en passant la porte. Mais quelqu'un avait eu la même idée un peu avant lui, et c'était précisément le prévôt Portefruit. Dans la cour, il y avait grand remue-ménage. 3 sergents royaux, bâtons à fleur de lys en main, affolant de leurs ordres quelques serfs guenilleux, faisaient rassembler le bétail, lier les bœufs par couple, et monter du moulin des sacs de grains qu'on jetait dans un chariot de la prévôté.
Les cris des sergents, les galopades des paysans terrifiés, les bêlements d'une vingtaine de brebis, les cris de la volaille produisaient un beau vacarme. Personne ne se soucia de Guccio. Personne ne vint lui prendre son cheval, dont il attacha lui-même la bride à un anneau. Un vieux paysan, passant auprès de lui, dit simplement « Le malheur est sur cette maison. Le maître serait présent qu'il en crèverait une deuxième fois. C'est pas justice !» La porte de la demeure était ouverte, et il en venait les éclats d'une violente discussion. « Il paraît que je n'arrive pas le bonjour, » pensa Guccio, dont la mauvaise humeur ne faisait que grandir. Il monta les marches du seuil, et, se guidant sur les voies, pénétra dans une salle sombre, aux murs de pierre et au plafond à poutres. Une jeune fille qu'il ne prit pas la peine de regarder vint à sa rencontre. « Je viens pour affaire, et voudrais parler au maître de Cresset, » dit-il. « Je suis Marie de Cresset, mes frères sont là, et ma mère aussi, » répondit la jeune fille d'une voix hésitante, en montrant le fond de la pièce. « Mais ils sont fort retenus pour l'heure. »« N'importe, j'attendrai, » dit Guccio. Et pour affirmer sa volonté, il alla se planter devant la cheminée et tendit sa botte au feu. Au bout de la salle, on criait ferme. Encadrée de ses deux fils, l'un barbu, l'autre glabre, mais tous deux grands et rougeaux, la dame de Cresset s'efforçait de tenir tête à un quatrième personnage dont Guccio comprit bientôt qu'il était le prévôt lui-même. Madame de Cresset, ou dame Eliabelle pour le voisinage, avait l'œil brillant, la poitrine forte, et portait une quarantaine généreuse en chair dans ses vêtements de veuve. « Messire prévôt !» cria-t-elle. « Mon époux s'est endetté à s'équiper pour la guerre du roi, où il a gagné plus de meurtrissures que de profit, tandis que le domaine sans homme allait comme il pouvait. Nous avons toujours payé la taille et les aides, et donné l'aumône à Dieu. Qui a mieux fait dans la province? Qu'on me le dise. Et c'est pour engraisser des gens de votre sorte, messire Portefruit, dont les grands-pères allaient nu-pieds dans les ruisseaux, qu'on vient nous piller. » Guccio regarda autour de lui. Quelques escabeaux rustiques, deux chaises à dossier, des bancs scellés au mur, des coffres, et un grand bas-flanc à courtine qui laissait apercevoir sa paillasse, constituait l'ameublement. Au-dessus de la cheminée était accroché un vieil écu aux couleurs déteintes, le bouclier de bataille de feu sire de Cresset. « Je ferai plainte au comte de Dreux, » continuait dame Eliabelle. « Le comte de Dreux n'est point le roi, et ce sont les ordres du roi que j'accomplis, » répondit le prévôt. « Je ne vous crois point, messire. Je ne veux point croire que le roi ordonne de traiter comme malfaiteurs des gens qui ont la chevalerie depuis 200 années, ou bien alors le royaume ne va plus guère. »« Au moins, laissez-nous du temps, » dit le fils barbu. « Nous paierons par petites sommes. »« Finissons ces palabres. Du temps, je vous en ai donné, et vous n'avez point payé, » coupa le prévôt. Il avait les bras courts, la face ronde et le ton tranchant. « Mon labeur n'est point d'entendre vos griefs, mais de faire rentrer les dettes, » continua-t-il. « Vous devez encore au trésor 330 livres. Si vous ne les avez point, tant pis, je saisis et je vends. » Guccio pensa, ce gaillard a tout juste le langage que je m'apprêtais à tenir, et quand il sera passé, il ne restera guère à prendre. Mauvais voyage décidément, faut-il me mettre tout de suite de la partie. Et il se sentit de la hargne envers ce prévôt malvenu qui lui coupait l'herbe sous le pied. La jeune fille qui l'avait accueilli était demeurée non loin de lui. Il la regarda mieux. Elle était blonde, avec de belles ondes de cheveux qui sortaient de sa coiffe, une peau lumineuse, un corps fin, droit et bien formé. Guccio dut reconnaître qu'il avait trop hâtivement médit d'elle. Marie de Cresset, pour sa part, semblait fort gênée qu'un inconnu assistât à la scène. Il n'arrivait pas tous les jours qu'un jeune cavalier d'agréable visage et dont les vêtements disaient assez la richesse passât par ses campagnes. C'était vraiment malchance que cela se produisit justement quand la famille se montrait sous son plus mauvais jour. Là-bas, au bout de la salle, la discussion se poursuivait. « N'est-ce pas assez de perdre son époux, qu'on doive encore payer 600 livres pour conserver son toit? Je ferai plainte au comte de Dreux, » répétait dame Eliabelle. « Nous vous en avons déjà versé 270, que nous avons dû emprunter, » dit le fils barbu. « Nous saisir, c'est nous réduire à la famine, et nous vendre, c'est nous vouloir mort, » dit le second fils. « Les ordonnances sont les ordonnances, » répliqua le prévôt. « Je sais mon droit, je fais la saisie et je ferai la vente. » Vexé comme un acteur dépossédé de son rôle, Guccio dit à la jeune fille « Ce prévôt m'est bien odieux. Que vous veut-il » ?« Je ne sais, et mes frères guère davantage. Nous comprenons peu à ces choses, » répondit-elle. « Il s'agit de la taille de mutation après le trépas de notre père. »« Et c'est pour cela qu'il réclame 600 livres » dit Guccio en plissant le front. « Ah, messire, nous avons le malheur sur nous, » murmura-t-elle. Leurs regards se rencontrèrent, se retinrent un instant, et Guccio crut que la jeune fille allait pleurer. Mais non, elle tenait bon contre l'adversité, et ce ne fut que par pudeur qu'elle détourna ses belles prunelles bleu sombre.
Guccio réfléchissait. Soudain, par une grande volte à travers la salle, il vint se planter devant l'agent de l'autorité et lança « Permettez, messire prévôt, ne seriez-vous point un peu en train de voler ?» Stupéfait, le prévôt lui fit face et lui demanda qui il était. « Il n'importe, » répliqua Guccio, « et souhaitez ne point la prendre trop vite, si par malchance vos comptes n'étaient pas justes. Mais j'ai moi aussi quelques raisons de m'intéresser aux oirs du sire de Cresset. Veuillez me dire à combien vous estimez ce domaine. » Comme l'autre essayait de le prendre de haut et menaçait d'appeler ses sergents, Guccio continua « Prenez garde. Vous parlez à un homme qui, voici 5 jours, était l'hôte de Madame la Reine d'Angleterre et qui a le pouvoir demain de faire savoir à messire Enguerrand de Marigny comment ses prévôts se comportent. Alors, répondez, messire, que vaut ce domaine ?» Ces paroles firent grand effet. Au nom de Marigny, le prévôt s'était troublé. La famille se taisait, attentive, étonnée, et Guccio se sentit comme grandi de 2 pouces. « Cresset est porté aux estimations du bailliage pour 3000 livres, répondit enfin le prévôt. « 3000 livres, vraiment ?» s'écria Guccio. « 3000 livres, ce manoir de campagne, alors que l'hôtel de Nesle, qui est l'un des plus beaux de Paris, et la demeure de Monseigneur le roi de Navarre, est inscrit pour 5000 livres au registre de la taille. On estime cher dans votre bailliage. Il y a les terres. Le tout en vaut 900, au mieux compté. Je le sais de source sûre. » Le prévôt avait au front, entourant l'œil gauche, une large tache de naissance couleur lit de vin, et Guccio, tout en parlant, fixait cette envie, ce qui achevait de décontenancer le prévôt. « Voulez-vous me dire maintenant, reprit Guccio, quelle est la taille de mutation ? 4 sols à la livre, dans le bailliage ? Vous mentez gros, messire Portefeuille. La taille est de 2 sols pour les nobles, en tout bailliage. Vous n'êtes pas seul à connaître la loi, nous sommes 2. Cet homme se sert de votre ignorance pour vous gruger comme un coquin, dit Guccio en s'adressant à la famille Cresset, car il vient vous effrayer en vous parlant au nom du roi. Mais il ne vous dit pas qu'il a les impôts et tailles en fermage, et qu'il versera au trésor ce qui est prescrit par les ordonnances, et que tout le surplus, il se le mettra en poche. Et s'il vous fait vendre, qui donc achètera, non pas pour 3000, mais pour 900 ou 500, ou juste pour la dette, le château de Cresset? Ne serait-ce pas vous, messire prévôt, qui auriez ce beau dessein? Toute l'irritation de Guccio, ses dépits, sa colère, trouvaient leur emploi et leur exutoire. Il s'échauffait en parlant. Il avait enfin l'occasion d'être important, de se faire respecter, de jouer les hommes forts. Passant allègrement dans le camp qu'il venait attaquer, il prenait la défense des plus faibles et se posait à présent en redresseur de tort. Quant au prévôt, sa grosse face ronde avait pâli et seule son envie violette au-dessus de l'œil gardait une teinte foncée. Il agitait ses bras trop courts d'un mouvement de canard, il protestait de sa bonne foi, ce n'était pas lui qui tenait les comptes, on pouvait avoir fait une erreur, ses commis ou bien ceux du bailliage. « Eh bien, nous allons les refaire, vos comptes, » dit Guccio. En quelques instants, il lui démontra que les Cresset ne devaient pas tout additionner, principal et intérêt, plus de 100 livres et quelques sols. Alors maintenant, venez donner ordre à vos sergents de délier les bœufs, de reposer le blé au moulin et de laisser en paix d'honnêtes gens. Et, empoignant le prévôt par l'emmanchure, il l'amena jusqu'à la porte. L'autre s'exécuta et cria au sergent qu'il y avait erreur, qu'il fallait vérifier, qu'on reviendrait une autre fois et que pour l'instant on remit tout en place. Il croyait en avoir fini, mais Guccio le ramena vers le milieu de la salle en lui disant « Et à présent, rendez-nous 170 livres » car Guccio avait si bien pris le parti des Cresset qu'il commençait à dire « nous » en défendant leur cause. Là, le prévôt s'étrangla de fureur, mais Guccio le calma vite. « N'ai-je pas entendu tout à l'heure, demanda-t-il, que vous aviez déjà perçu par le passé 270 livres ?» Les 2 frères acquiescèrent. « Alors, messire prévôt, 170 ?» dit Guccio en tendant la main. Le gros portefeuille voulut ergoter. Ce qui était versé. Il faudrait voir au compte de la prévôté. D'ailleurs, il n'avait pas une telle somme sur lui, il reviendrait. « Mieux vaudrait que vous eussiez cet or en votre sac. Êtes-vous bien sûr de n'avoir rien récolté aujourd'hui ? Les enquêteurs de messire de Marigny sont rapides, déclara Guccio, et votre intérêt vous commande de clore cette affaire sur le champ. » Le prévôt balança un instant, appelait ses sergents, mais le jeune homme avait l'air singulièrement vif, et il portait une bonne dague au côté. Et puis, il y avait les 2 frères Cresset, solidement taillés, dont les épieux de chasse étaient à portée de main sur un coffre. Les paysans prendraient sûrement la cause de leur maître. Mauvaise affaire dans laquelle il valait mieux ne pas s'aventurer, surtout si elle devait venir aux oreilles de Marigny. Il se rendit
et sortant une grosse bougette de dessous son vêtement, il compta le trop perçu. Seulement alors, Guccio le laissa partir. « Nous nous souviendrons de votre nom, messire Prévost !» lui cria-t-il sur la porte. Et il revint, riant largement, en découvrant toutes ses dents qu'il avait belles, blanches et serrées. Aussitôt la famille l'entoura, l'accablant de bénédictions, le traitant en sauveur. Dans l'élan général, la belle Marie de Cresset saisit la main de Guccio et y posa ses lèvres. Puis elle parut effrayée de ce qu'elle avait osé. Guccio, enchanté de lui-même, s'installait à merveille dans son nouveau rôle. Il venait de se conduire selon l'égal des preux. Il était le chevalier errant arrivant dans un château inconnu pour secourir la jeune fille en détresse, délivrer des méchants la veuve et les orphelins. « Mais enfin, qui êtes-vous, messire? À qui nous devons tant ?» demanda Jean de Cresset, celui qui portait barbe. « Je m'appelle Guccio Baglioni, je suis le neveu de la banque Tolomei et je viens pour la créance. » Le silence se fit dans la pièce. Toute la famille s'entre-regarda avec angoisse et consternation, et Guccio eut l'impression qu'on le dépouillait d'une belle armure.